Bon, mais bonjour messieurs, dames. Nous allons commencer donc ce webinaire dans le cadre des ateliers de la relance que monte Scalen en partenariat aujourd'hui avec le MEDEF 54. Le sujet sera le développement à l'international des entreprises. Donc pour ce faire, nous recevrons Madame Christine Bertrand, vice-présidente de Stratexio France et vice-présidente déléguée du MEDEF 54. Nous recevrons aussi Monsieur Dominique Bouter, directeur interrégional Grand Est et Hauts-de-France de Business France, Madame Marine Jurkiewicz de BPI France Grand Est, le dirigeant de la société Equipment, ainsi que le dirigeant de la société Madicob, Monsieur Frédéric Anfray. Et pour m'accompagner dans ce travail, je serai accompagné par Bruno Roth, correspondant et animateur de Stratexio. Je laisse maintenant la parole à Madame Bertrand pour présentation rapide du MEDEF. Alors, je vais être rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'ai le privilège de vous présenter le MEDEF. Mais tout d'abord, je voudrais féliciter Bruno Roth, à qui l'on vient de confier le poste de consul honoraire de Côte d'Ivoire pour la région Grand Est. Alors c'est une véritable reconnaissance du travail que Bruno a pu effectuer pendant toutes ces années. Mais c'est aussi pour nous, au niveau de Stratexio National, une immense chance de pouvoir le compter parmi nous. Alors, le MEDEF, qui sommes-nous? L'histoire du MEDEF débute en 1919 avec le CGPF, ensuite le CNPF. C'est en 1998 que nous prendrons le nom de MEDEF, avec pour premier président Antoine-Ernest Sellière, que vous avez tous connu. L'actuel président est Geoffroy Roux de Bézieux, et dans cette mandature, il y a une petite différence, c'est que nous avons une présidence à deux têtes, avec une présidence déléguée qui est occupée par Patrick Martin. Alors au MEDEF 54, on a toujours été précurseurs, hein, nous étions depuis 8 ans maintenant, nous avons une présidence qui est à la fois bicéphale et paritaire, et le président actuel depuis le 19 octobre dernier, c'est Gilles Caumont, que vous connaissez tous, hein, le patron d'Adista. Alors, quelles sont les missions du MEDEF? Tout d'abord, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans les domaines touchant à la vie et au développement des entreprises. C'est également informer, et c'est d'autant plus important dans la période actuelle que nous traversons. Nous avons d'ailleurs réactivé notre cellule de crise que nous avions mis en place lors du premier confinement, et nous jouerons la solidarité parce que cette cellule de crise est ouverte à toutes les entreprises de Meurthe-et-Moselle. Nous avons également une cellule d'écoute et d'aide avec nos 35 assistantes sociales du travail, nos 8 psychologues du travail. Nous avons également un service juridique où nous pouvons répondre sur toutes les problématiques à la fois sociales, financières, mais dans cette période très particulière, j'ai vraiment une pensée très forte pour nos commerçants. Nous pouvons également aider les entreprises pour leur indiquer quelles sont les aides qu'elles peuvent mobiliser dans cette période toute particulière. Le MEDEF a également un rôle de représentation à travers nos 1500 entreprises adhérentes, nos 12 fédérations professionnelles, nos chambres syndicales et bien évidemment à travers les 200 mandats que nous avons. Alors je vais vous en donner 3 pour exemple, l'URSSAF, le logement, la formation. Pardon. Alors nous avons également une mission de rassembleur et de communication. Notre mission la plus importante à mes yeux, c'est la défense des intérêts de l'entreprise. Et nous contribuons chaque année à alléger les fardeaux fiscaux, sociaux et réglementaires qui ne nous permettent pas encore aujourd'hui d'être assez compétitifs par rapport à ne serait-ce que déjà nos voisins européens. Je rappelle qu'il y a au moins 400 000 normes qui pèsent sur la tête des entreprises. Alors c'est notre rôle politique et nous sommes en lien constant et en négociation régulière avec le gouvernement et ses différents ministères. D'ailleurs, une des dernières négos en cours, c'est le télétravail, c'est pas simple. Nombre de nos propositions sur ces dernières années ont été retenues et il faut quand même l'avouer et le dire, et j'en suis pas peu fière, nous sommes un des principaux moteurs de la réforme économique et sociale aujourd'hui dans notre pays. Alors, quelques idées reçues, préconçues. Non, le MEDEF n'est pas uniquement fait pour les grandes entreprises. D'ailleurs, fort de nos 700 000 entreprises adhérentes au MEDEF aujourd'hui, il faut savoir que 90% des entreprises ont aujourd'hui moins de 50 équivalents temps plein. Le MEDEF est la seule organisation patronale qui réunit des entreprises de toute taille et de tous secteurs. C'est d'ailleurs la grande force de notre réseau. Alors, il y a un autre reproche qui peut nous être fait. Le MEDEF soutient le libéralisme et la mondialisation, quel vilain gros mot. Ben oui.
Mais pour nous, le libéralisme, c'est la liberté et la responsabilité. Et le MEDEF assume pleinement son engagement dans une gestion intelligente et maîtrisée de l'économie de marché et de la mondialisation. Et tout ça pour saisir toutes les opportunités qu'elles peuvent apporter à notre pays, mais surtout aux entreprises qui sont sur le territoire. Et il ne faut surtout pas confondre aujourd'hui la mondialisation et la délocalisation. La France ne peut pas se passer du monde, mais le monde ne peut pas se passer de la France. Alors, ce qui me permet de rebondir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'export. L'international, c'est aller chercher de la croissance, mais c'est aussi améliorer ses marges. L'export, c'est aussi une façon de mutualiser ses risques, parce qu'on sait que toutes les régions du monde ne sont pas en crise ou en panne en même temps, et j'en veux pour preuve. On sait aujourd'hui que la Chine va afficher un taux de croissance pour le dernier trimestre de 1,8, et nous savons également que les pays qui vont concentrer la croissance entre 2020 et 2030, à 71%, ce sont les pays d'Asie, à 10% les USA, malheureusement qu'à 4% pour la zone euro. Et c'est pour cette raison qu'au MEDEF 54, on a voulu se doter de l'outil Stratexio. Alors Stratexio, c'est un outil stratégique, opérationnel, pour emmener nos entreprises donc vers l'export et que ces entreprises soient des primo-accédants ou des entreprises qui sont déjà très confirmées à l'export. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque Bruno Roth, notre consul honoraire, va nous le présenter. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Oui, merci Christine, je reprends la main. Bon, merci pour tes félicitations. Tu es la première là, qui me félicite en live là, devant tout le monde. J'en rougis un peu, mais sache que ça me fait grand plaisir. On aura l'occasion d'en parler parce que ça va vraiment nous aider, nous, grande région, là, et notre territoire, à aller vers l'international et entre autres, aller vers l'Afrique. Voilà, je remercie pour ton introduction, pour aussi le message que tu as pu passer, un message à la fois d'ouverture et puis un message positif. Je crois que c'est important aussi dans ces moments difficiles. Je remercie à la fois Scalen et le MEDEF pour cette initiative de ce soir-là, pour pouvoir, auprès des différents participants, chefs d'entreprise, avoir un point de situation sur les aides et l'accompagnement qui est aujourd'hui possible pour ces entreprises. Le contexte est aujourd'hui sans précédent et sans historique, à la fois une crise sanitaire, économique, écologique, crise migratoire aussi, on parlait de l'Afrique là, avec aussi pour notre territoire et en France un niveau de terrorisme inquiétant. Bon, ce qui veut dire que à la fois à titre personnel, mais aussi à titre d'entreprise et d'économie, c'est une situation qui est déstabilisante et qui n'a pas du tout d'historique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en 30 secondes. Je suis chef d'entreprise, je dirige une structure qui est une cellule export dédiée. On est un service export externalisé pour des industriels. On accompagne les industriels français sur la démarche de distribuer leurs produits sur les produits à l'international. Aujourd'hui, ma structure est aussi touchée, bien sûr, par la crise, donc une vraie nécessité pour moi et pour mon entreprise de rebondir. Des nouveaux modèles de commercialisation, des nouveaux modèles de distribution, préparer des implantations là, pour fabriquer au plus près des marchés. À titre personnel, voilà, les gens qui me connaissent, je suis très impliqué dans un certain nombre de réseaux. Je suis un homme de partage. Je crois que le collectif est un mot important dans l'international. Il faut savoir partager, il faut savoir donner les bonnes pratiques, accompagner les autres. Il y a toujours un retour. J'ai un fort enracinement dans ma région, dans mon territoire, en Lorraine. J'ai à la fois fait mes études et fait mes 2 périodes professionnelles dans ma région. Par contre, j'ai une attirance toute particulière pour le continent africain et avec un souhait de participer vraiment à son épanouissement et son développement. Voilà, il y a une reconnaissance de l'État ivoirien puisque je viens d'être nommé consul. Alors, le sujet du jour. On va partir d'un constat de la situation là, dans le Grand Est, de notre économie, de l'international, pour ensuite prévoir l'avenir avec une vision, à mon sens, qui se veut aujourd'hui très court terme, puisqu'aujourd'hui le temps s'accélère. Et je pense que les scénarios que l'on voit dans des perspectives moyen et long terme, aujourd'hui, il faut les oublier, à mon sens, mais c'est plutôt raisonner sur du court terme. Participer aux enjeux de demain, ils seront à la fois écologiques, sanitaires, réindustrialisation. La France et l'Europe doivent vraiment réussir dans ces nouveaux challenges qui s'ouvrent à tous. On verra le plan de relance avec le volet export. L'État a joué son rôle avec l'implication comme un amortisseur là, sur la première, voire la deuxième vague. Aujourd'hui, le plan de relance doit favoriser la reprise et l'investissement.
Bon, on me connaît bavard, exhaustif, je vais essayer d'aller à l'essentiel et surtout laisser la place aux différents intervenants et surtout aux témoignages. On va avoir un témoignage d'une entreprise fortement ancrée à l'international, des interventions de Business France et de BPI pour présenter l'accompagnement et l'appui, et puis aussi la présentation de l'outil tiré par le MEDEF qui s'appelle Stratexio, qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir mettre en place sa stratégie internationale. Et puis bien sûr un témoignage d'un adhérent. On aura bien sûr des temps de questions-réponses qui permettront à chacun de pouvoir échanger. Alors, partir de l'existant, c'est voir un peu notre position de la région par rapport à l'export et entre autres par rapport au commerce extérieur. Voilà, ce qui est quand même important, c'est de constater que notre région, eh ben, elle a une part importante de l'export dans le PIB, hein, puisqu'on est excédentaire. On est premier exportateur dans notre région vers l'Allemagne de par la proximité frontalière. On est deuxième exportateur vers le Royaume-Uni. Alors là, on verra que ça a une incidence par rapport au Brexit sur lequel un certain nombre de filières vont être touchées. Entre autres, je pense à la filière vin et spiritueux. On est la deuxième région exportatrice de France après l'Île-de-France. Bon, ensuite, une balance excédentaire, ce que j'ai dit, hein, ça c'est sur les chiffres de 2019. Et puis, on a la plus longue façade frontalière, ce qui est un point important pour nous, hein. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on raisonne export, on raisonne proximité. Alors, j'aurais, à contrario, montré l'intérêt d'aller peut-être vers un export un peu plus lointain, sur lequel éventuellement on est peut-être plus attendu, sur lequel éventuellement les pays sont dans une dynamique plus importante en termes de croissance. Et puis, on a surtout, en termes d'investissement étranger, une part importante d'entreprises implantées, en particulier allemandes, là, qui contribuent fortement aux exportations. On a évoqué un sujet important, il est vrai, dans un contexte de crise. Les pays ont tendance peut-être à rapatrier, peut-être à par défaut ou par facilité, en premier, fermer les structures qui sont à l'extérieur. Et entre autres, ça serait catastrophique pour nous si les entreprises à capitaux allemands venaient à fermer en Allemagne, voire en Lorraine, en Alsace, voire en Lorraine. Et je crois qu'on a un vrai rôle à jouer. L'État et la région ont un rôle à jouer pour tenir nos entreprises. Notre force à nous, hein, c'est la diversité de notre économie, diversité dans tous les secteurs, et ça c'est vraiment cette force avec une répartition dans les différents territoires, et nous on a vraiment des hommes et des femmes qui souhaitent défendre notre territoire, et ça c'est aussi notre résilience. Donc quelque part, on a eu dans notre économie un certain nombre de chocs, on a su les surmonter, et on saura surmonter ce nouveau choc qui est là, qui vient nous affronter. Et on doit vraiment travailler tous ensemble, collectifs, pour réussir. Quelques chiffres sur la partie exportatrice de notre région. Donc là, on est sur les 4 trimestres qui permettent de se comparer sur trimestre glissant, hein, 3 de 2019 et 1 de 2020. Donc c'est les derniers chiffres en source des douanes. Donc là, on voit, quel que soit le territoire, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, une baisse, hein, de nos exportations de l'ordre de 6, 8, 10, 12, voire un peu plus, hein, suivant certains territoires. Il y a des territoires, voilà, en Lorraine, on a vraiment une part, on est à moins 12, là, en Moselle, Moselle qui tire notre exportation, hein, par l'aspect plus industriel de la Moselle en termes de département par rapport au territoire. On voit que cette baisse, hein, elle est en moyenne de l'ordre de un peu moins de 10%, sachant qu'on est toujours la deuxième région exportatrice de France, même avec cette baisse-là. Sur la part des importations, pareil, baisse aussi, hein, alors un peu moins importante, là, hein, ce qui veut dire que quelque part notre équilibre de balance là, va un peu s'en ressentir, puisqu'on a une baisse en moyenne de l'ordre de 7%. Je ne vais pas aller plus loin dans les chiffres, ils vous seront transmis, hein, de toute façon, ces différentes présentations. En nombre d'exportateurs, voilà, là vous avez une carte du nombre d'exportateurs, hein, on est 12 000 exportateurs en 2019, là, au sens douane. Voilà, avec une répartition plus importante en Alsace, hein, et là c'est le caractère industriel, la partie alsacienne, avec des investissements forts allemands, Belgique et autres là. Voilà, et puis ensuite répartition Champagne-Ardenne et Lorraine. Aujourd'hui, impact de la crise sanitaire par rapport à l'aspect national. Alors, on voit, bien sûr, un certain nombre d'entreprises se sont désengagées de l'international, de l'export. Il y a eu un arrêt brutal, et on verra cette évolution de l'arrêt par rapport à ce qui s'est passé en début de crise et par rapport aujourd'hui une séquence avec un chiffre qui nous s'est donné en septembre, où là, l'indicateur est déjà un peu meilleur. Mais on voit que principalement l'arrêt brutal s'est fait par un manque de visibilité. Voilà, il s'avère que les marchés aujourd'hui, on a une incertitude complète. Il s'avère que cette crise sanitaire a fait qu'un certain nombre de pays se sont recentrés. On a aussi nos deux grands
continents là, américains et chinois là, qui se font bataille, avec les États-Unis qui se ressentent sur un marché national. La Chine dépendait énormément de ce marché américain, donc a dû aussi se recentrer sur son marché national. Aujourd'hui, la Chine est repartie. Hein, il s'avère qu'elle avait 6 mois d'avance par rapport à cette crise sanitaire. Aujourd'hui, elle a réussi à endiguer cette crise sanitaire. Elle est très protectionniste là, pour éventuellement éviter que la crise sanitaire puisse revenir de l'extérieur. Donc, quelque part, les frontières sont un peu fermées, ce qui limite aussi, et on le verra tout à l'heure, les difficultés là, du commerce extérieur de par le manque de flux à la fois réduit en produits, mais réduit surtout en hommes. Là. Et on voit donc les autres difficultés, c'est des baisses de commandes, des problèmes logistiques, des difficultés financières. Là, il est vrai qu'un certain nombre de sous-traitants, de clients sont en difficulté et ont des problèmes. Ce qui est important de voir, hein, c'est que voilà, ça c'est une enquête qui a été faite par la Team France Export hein, sur presque 9000 entretiens avec un certain nombre d'entreprises, hein, TPE, PME et ETI. Et aujourd'hui, le critère premier sur la difficulté à l'international, c'est vraiment le manque de visibilité. Donc, elles considèrent qu'elles veulent garder le lien à l'export, elles veulent rebondir à l'international. Par contre, aujourd'hui, ce manque de visibilité criant fait que c'est vraiment ce qui empêche de pouvoir envisager l'international sereinement. Alors, on le verra tout à l'heure, hein, de par la crise, on doit revoir complètement le modèle économique de l'international, revoir la relation avec ses clients, revoir la relation avec son réseau de distribution, etc. Bon, et puis, ce qui vient aussi compléter la difficulté, c'est aussi les difficultés financières rencontrées par un certain nombre de clients. Et là, on verra que à la fois marine au type de BPI, mais aussi par rapport éventuellement des organismes bancaires ou des appuis là sous forme de caution ou de crédit sont là pour donner des indicateurs sur les pays et puis aussi aider sur les difficultés rencontrées. Revenons au niveau régional. Donc là, il y a un interview qui a été fait sur les entreprises là pour dire. Donc aujourd'hui, voilà, 45% des entreprises ont annoncé avoir arrêté l'export. Ça, c'était donc en début de crise. Et on le voit au niveau des motifs. Hein. Vous avez les motifs pour les gens qui ont stoppé et puis les difficultés rencontrées pour les gens qui ont maintenu l'export. On voit que le manque de visibilité est quand même le critère premier. Hein. J'arrête l'international parce que j'ai pas de visibilité. Je continue l'international, mais j'ai quand même une visibilité qui n'est pas bonne. Bon, elle est un peu moindre, mais elle n'est pas bonne. Bon, après, on rencontre bien sûr des baisses de commandes, des problèmes de logistique. Hein. Il s'avère que, on l'a vu, hein, pendant la crise, hein, 95% de la flotte des avions étaient parqués, hein, ce qui ne s'est jamais vu. Au niveau des bateaux, c'est pareil. Un certain nombre de choses se sont aussi, des compagnies sont en grande difficulté, hein, avaient investi, c'est des investissements lourds hein, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, je pense que les flux ont été arrêtés et ils ne reprendront, à mon sens, jamais les capacités de ce qu'on a pu connaître. Et on les verra. Hein, je pense qu'aujourd'hui, l'international, c'est aussi préparer de la production de proximité pour alimenter les marchés domestiques. Hein. Envisager que demain, on fasse tourner un produit dans le tour du monde, ça ne sera plus possible, à moins que sur des produits de niche, mais sur des produits classiques, c'est impensable à mon sens. Alors, l'export et la crise. Aujourd'hui, la chose importante, c'est que cette pandémie, elle a accéléré un certain nombre de mutations. On avait des tendances là qui se confortent et qui se confirment avec la création même de nouvelles tendances. Alors, rôle prépondérant des nouvelles technologies de l'information. Ça, on l'a vu, à la fois dans une logique de dialogue avec les sous-traitants, les co-traitants, nos partenaires, aussi dans le télétravail. Hein. Il s'avère qu'on a eu en première crise là, en France entre 35 et 40% des salariés qui étaient en télétravail. Alors aussi avec un certain nombre de difficultés, le MEDEF l'a soulevé, hein, c'est que toutes les entreprises n'ont pas l'infrastructure pour pouvoir avoir des niveaux de sécurité convenables, etc. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'attaques d'entreprises, voire même des petites entreprises, hein, et avec des demandes de rançon, etc. Et donc là, on a aussi quelque part de la formation, de l'information, et puis venir sécuriser tous ces systèmes. On voit l'impact aussi sur les changements climatiques. J'évoquais voilà, les problèmes écologiques, transportés à outrance, ça a des coûts énergétiques, et là je pense que quelque part on va être sensible à cela. Et puis on voit que l'impact de la pandémie, ça a fait monter les tensions commerciales internationales, hein, repli, on parle de souveraineté, voilà. Alors le commerce international existera toujours, il faudra toujours échanger, on aura toujours moyen de se déplacer, il faudra se déplacer, peut-être moins, d'une façon plus intelligente à mon sens. Donc il y a une obligation, et là par rapport à un critère de temps qui s'accélère, c'est vraiment de repenser
et d'agir en simultané. Avant, on pouvait se permettre de pouvoir dire, bah, tiens, j'envisage ma stratégie à moyen long terme, je la déroule, etc. Aujourd'hui, il faut penser aujourd'hui et déployer tout de suite. Alors, quelques recommandations. Aujourd'hui, c'est vraiment reprioriser ces marchés. Je pense qu'il y a des centres de gravité du monde qui évoluent. Il faut vraiment revoir les choses, prioriser ces pays, prioriser ces marchés. Repenser ces mondes d'entrée, la présence sur les marchés. Et là, il y a peut-être faire appel à de l'extérieur, revoir son réseau de distribution, s'appuyer sur des pivots qui sont dans les pays. Revoir et adapter son offre. Aujourd'hui, l'offre, elle doit évoluer. On doit l'internationaliser, mais tout en gardant peut-être aussi une accroche par rapport à des zones pays, par rapport à des cultures, etc. Ensuite, revoir son sourcing international. Hein. Il s'avère que pour des fois des petites économies, on est allé chercher au bout du monde ce qu'on pouvait trouver en proximité. Moi, j'ai un exemple de 2 sociétés que j'ai emmenées à l'international. Ils se sont parlé dans le cadre d'un voyage. Ils se sont découverts qu'à 20 km, ils pouvaient travailler ensemble, alors que l'un et l'autre faisaient du sourcing très éloigné. Ensuite, utiliser les nouvelles technologies numériques. Donc là, il va falloir, de par tous les produits d'innovation, vraiment utiliser, faire de utiliser la réalité 3D pour peut-être montrer des échantillons des clients, les mettre en situation avec des lunettes, etc. Ça, il y aura des outils qui vont vraiment venir. Ensuite, s'appuyer, collaborer entre exportateurs. Je crois que c'est hyper important de vraiment montrer la mutualisation de moyens, la collaboration, l'échange d'informations. On évoquait la rapidité aujourd'hui des marchés. Il faut vraiment l'information, l'intelligence économique, etc. est importante. Et puis, un point important, il y a une notion de monter en compétence ces équipes là, et entre autres dans l'aspect aussi stratégie de développement, stratégie internationale. Et je ferai tout à l'heure une parenthèse là, telle que Christine a parlé sur le produit Stratexio. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre pour pouvoir donc évoquer toute la partie expertise de son entreprise à l'international, son déploiement, son développement. Alors, je rappelle, les participants peuvent poser au travers du chat les questions, elles sont centralisées, elles nous sont redonnées à chaque intervenant, et ensuite on pourra répondre aux différentes questions posées. Voilà, Pierre. Oui, je suis là, vous m'entendez? On t'entend, Pierre, oui. Parfait. Super. Pierre, alors, ta société, en 2 mots, moi j'ai regardé un petit peu ton entreprise. Même étant ancien, je ne la connaissais pas bien parce que vous êtes très international et peu d'anciens, mais ce qui est bien, ce qui est important, c'est aussi de… On est très anciens, mais on n'a aucun client local. Et voilà, c'est ça. On est très reconnu. Donc, par essence, et tu l'expliqueras à ton entreprise et de par nature internationale. Donc là, ce qui est important dans ton mot-clé, c'est vraiment… vous êtes des experts, vous êtes mis un défi, vous n'avez pas de frontières, vous innovez en permanence. Voilà. Alors, ton métier… Je vais te laisser te présenter, puisqu'on te présente comme le Kiloutou du monde médical. Je pense que ça résume bien un peu ton activité. La recherche clinique, c'est-à-dire qu'en fait, moi, alors on est dans le domaine, j'attaque, on est dans le domaine du matériel médical, mais on n'équipe pas du tout les hôpitaux et les cliniques. Je ne vends rien aux hôpitaux et rien aux cliniques. C'est pas 1 euro de mon chiffre d'affaires. Notre métier à nous, c'est d'équiper pour le compte de laboratoires des hôpitaux et des cliniques en leur louant du matériel, en l'occurrence au laboratoire pharmaceutique, pour suivre des patients dans le processus de validation d'un médicament, ce qu'on appelle les études cliniques. Par exemple, les études cliniques qui ont lieu sur le Covid en ce moment. On participe à ce que vous avez vu l'essai sur Moderna, vous avez vu le laboratoire Moderna, on fait partie des rouages qui ont contribué à la validation du vaccin anti-Covid. Donc ça consiste en fait à envoyer du matériel partout dans le monde pour suivre des patients, pour remonter des informations scientifiques et faire la démonstration de l'efficacité du patient. Voilà. Alors, tu évoquais, Pierre, là, votre ancrage important à Nancy, là, qui est à la fois votre siège social et puis le cerveau de l'entreprise. Après, il est vrai que pour des problèmes de logistique, vous avez dû vous rapprocher au plus près des marchés. Donc là, voilà, aujourd'hui, deux points importants, là, 2 points de logistique. Dans l'avenir, des ouvertures dans d'autres pays. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la proximité des marchés, c'est une nécessité, à la fois pour des questions de rapidité, de disponibilité, peut-être aussi faciliter la traçabilité, qui est un élément important dans votre métier, je pense. Alors nous, on est sur un métier, la question que je notais en
vous écoutant, c'est en fait pourquoi aller à l'international? Je pense qu'il y a une question préliminaire qui est, il faut savoir pourquoi on y va. Y aller pour y aller, ça me semble un peu court comme réponse. En disant je vais aller chercher 10, 20, 30% de croissance pour y aller. Je crois qu'il faut y aller pour des bonnes raisons. Il faut y aller parce qu'on se dit qu'on a un truc à apporter. C'est-à-dire que si je suis producteur de champagne, je vais effectivement y aller parce que dans un autre pays, on ne produit pas de champagne. Nous, en l'occurrence, dans la recherche clinique, on y est allé parce que l'essai clinique est international, donc c'est la seule manière d'exister. Donc nous, en fait, on est né avec l'international. Donc on a une spécificité, c'est qu'on n'a pas du tout un parcours habituel de la boîte locale qui démarre, qui s'ancre localement et puis qui finit par bien marcher et qui se dit du coup j'ai les reins pour aller à l'international. Nous on est né avec ça. C'est un petit peu comme si je vous parlerais de votre adolescent sur Instagram, il est né avec. Donc il ne se demande pas, il ne conçoit pas le monde sans Instagram, il est né avec. Donc on ne lui dirait pas pourquoi tu es allé sur Instagram, à partir du moment où il avait l'âge 2, il y est allé, comme tous ses copains du collège, du lycée, du bon. Et nous, on est né avec l'international, c'est quand on était tout petit, on faisait 500 000 € de chiffre d'affaires, on en faisait 400 000 à l'étranger. Et donc 20% en France, 100 000 en France aujourd'hui, sur un chiffre de 20 millions, on en fait des 19 à l'étranger, quoi. 18, 19 à l'étranger. Donc en fait, on est sur un modèle le terrain de jeu, c'est le monde. Voilà. Donc on travaille que en anglais, on a d'ailleurs des collaborateurs qui sont en Nancy qui ne sont pas français, on en a beaucoup. Je dois avoir 10-15 nationalités sur une équipe de 50-55 personnes. Je suis désolé de vous interrompre, il y a un petit bruit parasite qui nous empêche de bien vous entendre, monsieur Malingré. Oui, alors ça arrive de temps en temps, c'est ma caméra qui des fois fait des bruits et j'en ai commandé une autre que je n'ai pas eu. Alors c'est... Il y a un petit clic-clic là, ouais. Bon. Ouais, c'est la caméra qui fait clic-clic parce qu'elle essaye de régler la focale et elle n'arrive pas, elle ne marche pas. Alors sinon j'éteins ma caméra, vous ne me verrez plus, mais vous m'entendrez et si vous faites des gestes, je remettrai la caméra. Ça marche bien. Attendez voir si je... C'est mieux, oui. On t'entend là, comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, donc bon. Ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir pourquoi on va à l'international. Est-ce que c'est parce que le métier l'exige? Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment quelque chose à apporter à l'international que les autres ne font pas? Ce que je veux dire, c'est que si c'est pour aller se tirer la bourre avec quelqu'un qui fait le même métier que vous, simplement de l'autre côté de la frontière, cette compétition-là va vous coûter plus cher que si vous étiez en train de vous tirer la bourre avec celui du village d'à côté en France ou de la région d'à côté. Donc, si je suis nancéen et que je suis plombier, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire de la plomberie en Allemagne. Mon terrain de jeu, c'est d'être en compétition avec le plombier de Metz et puis de je ne sais pas où et je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Je pense que déjà, il y a un premier fait là-dessus. Et puis après, je pense que c'est aussi une culture à implémenter, c'est-à-dire que quand même une histoire de perdre son référentiel français, de ne pas raisonner. Enfin, on est français, hein, je veux dire, et on ne changera pas notre manière d'être, quoi, notre ADN. Sauf que quand on va à l'international, tout ça, ça change, ça compte plus. Ça compte plus. Et je pense qu'il y a une histoire qui consiste à essayer de laisser toute son identité, enfin, de côté et essayer de comprendre ce que l'autre veut en face et comment il fonctionne. La notion d'interculturel est importante pour comprendre les marchés. Oui, moi j'ai vraiment là-dessus une vraie conviction, c'est-à-dire que quand vous discutez avec un Hollandais ou un Américain ou un Allemand, ça marche pas pareil. Moi je pourrais disserter pendant 1 heure sur comment c'est câblé, et sans doute je me tromperais, hein, je veux dire, mais j'ai une espèce de conviction sur ce que c'est qu'un Hollandais et ce que c'est qu'un Américain. Et ça, c'est la vraie réussite à l'international, c'est de comprendre. Voilà, donc il y a une espèce d'humilité au départ. Il y a une humilité. Il y a une humilité à avoir. Il y a une humilité à avoir. Il y a aussi, il faut connaître ses défauts de français pour rentrer dans la peau de celui qui est en face. Il faut laisser sa peau de français. Et je pense que par exemple, nous, le défaut de français, c'est la latinité qui est pas très adapté au monde des affaires. En d'autres termes, je trouve qu'on met beaucoup d'affect. Oui. Le français met de l'affect. Oui. Le français comme l'italien, enfin tout celui d'Europe du Sud. Et je mettrais la France dans l'Europe du Sud. Dans son relation aux affaires, il met de l'affect et il met de l'ego.
là où le monde, en particulier anglo-saxon, mais pas d'affect et pas d'ego. Et là, on va dire le monde protestant, pour faire un peu plus large. Oui, c'est vrai. J'engloberais justement tous les commerçants d'Europe du Nord, les Suédois, les Norvégiens, justement les Hollandais, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ils sont très pragmatiques, très froids, ils font le deal quand le deal est bon pour eux, et c'est tout. Et il y a pas de... Alors, il y a une fausse affect avec les Américains qui sont très ronds et très joviaux et très... mais qui n'est qu'un truc de façade, je pense. De façade. C'est-à-dire que l'Américain vous dit que c'était lovely de vous parler et que et qu'il a adoré vous parler. En fait, c'est juste une manière de dire bonjour. Ça veut juste dire bonjour. Après, sur l'aspect interculturel, où vous avez trouvé la bonne réponse, c'est d'embaucher, bien sûr, des gens qui sont de la culture du pays et qui sont du pays. Alors pas que, hein, parce que chez nous, moi, par exemple, j'ai une équipe commerciale où il y a une petite dizaine de personnes et il y a 8 Français, 7 ou 8 Français et 2-3 étrangers, on va dire. Donc c'est quand même principalement des Français, mais ils se sont fait un peu assouplir la peau à force d'échanger avec des gens. Confrontés, d'échanger, là, bien sûr. Et de voir ce qui ne marchait pas, quoi. C'est-à-dire que, alors je prenais l'équivalent l'exemple de la jovialité de l'Américain. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, quand ils vous envoient des bouquets de fleurs dans une conf call, en fait, ça veut rien dire. Ça veut dire bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est tout. Sauf qu'il dit qu'effectivement, il vous remercie pour votre temps, il vous dit qu'il a adoré parler avec vous, que c'était lovely, que c'était... Enfin bon, voilà. Une fois qu'on le sait, on prend en compte et en fait, on traduit. Oui. On dit, il m'a dit ça, en fait, il m'a juste dit bonjour, comment ça va, mec? C'est tout. Ça ne veut pas dire que le jour où je serai dans le besoin, ou je ne sais pas quoi, où j'aurai besoin qu'il me tende une main, il sera là. Il sera d'ailleurs vraisemblablement pas là. Par contre, un Américain, ça peut travailler dans des volumes qui sont gros. Un Américain, c'est carré, ça paye bien, ça respecte le contrat à la règle. Oui, ça c'est important. Nous, on est dans de l'engagement moral. Eux, ils ne sont pas dans l'engagement moral, ils sont dans de l'engagement intellectuel. Mais par contre, ils iront très loin dans le contrat pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, s'ils vous doivent un truc, ils vous le payeront. Ça ne discutera pas. Les Américains, par exemple, sont des bons payeurs. Les Latins sont des mauvais payeurs parce qu'ils font toujours. Ça traîne un peu toujours là, oui. Traîne, c'est pas bon, voilà. Donc, il faut bien comprendre les côtés agréables du truc. Un Américain, c'est carré, voilà. Et par contre, il ne faut pas croire qu'il vous aime. Il n'est pas là pour vous aimer. Il est là pour faire du business. On me dit, et moi je le vis, hein, c'est-à-dire que chaque fois que j'arrive dans un pays différent, je me pose la question de me dire où je suis, quelle est la culture, comment ça se passe, etc., avant d'engager les démarches et les relations, parce que je pense que quelque part, il faut recaler à chaque fois. Ça. Et ça, c'est un effort important, mais c'est l'intérêt de l'international. Oui, il y a un recalibrage à faire avant. Et je trouve que souvent le défaut, et nous Français, parce qu'on est quand même un petit peu arrogants, c'est de revenir en disant les mecs, ils ont rien compris, c'est des cons. Pierre, ta caméra revient. Oui, elle est revenue. Voilà, c'est bon. Si maintenant on voit, donc, alors on a bien compris, tu es international, vous êtes international en tant qu'entreprise par essence et par une nécessité économique de proximité des marchés. Vous avez une offre là qui est globale et qui est internationale. Aujourd'hui, de par la crise, là, pour vous, c'est certainement une opportunité. Qu'est-ce que ça va donner demain? Parce qu'on ne sait pas trop, là, hein, le vaccin, sa distribution, les vaccins, parce qu'ils seront multiples, etc. Voilà, quelle est la suite en projection, là, 2021 et peut-être plus, là, même si j'ai dit que tout à l'heure, c'était plus du court terme qu'il fallait envisager. Mais quels sont les projets sur la table? Oui, pardon. Tu m'entends, Pierre? Oui, j'entends, je suis là. Les projets... Nous, on est assez peu impacté par cette crise. On est impacté, les fondamentaux du business sont plutôt favorablement impactés. Et on a un petit peu de décalage logistique, de difficulté logistique, qui était un petit peu ce qui était évoqué, Bruno, dans la présentation. Hein. Mars-avril, premier confinement, on n'arrivait plus trop à livrer certains trucs. C'était un peu tendu, des appros. Bon. Sur le fond, c'est vrai que pour nous, c'est plutôt une opportunité dans le sens où on a des études Covid en plus de toutes les études de cancéro, de diabéto et d'Alzheimer qu'on avait déjà. D'accord. Donc, c'est plutôt un aspect opportunité. Je pense que ce qui se passe dans cette crise-là, c'est aussi que
les clients, en particulier, sont en train de voir sur qui ils peuvent compter, c'est-à-dire qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui ne tient pas. Ça, je trouve que c'est un vrai... comment Par exemple, c'est quoi là, pour vous, là, c'est quoi, une demande particulière d'un client? Ah ben là, nous, on a beaucoup de demandes Covid, effectivement. Encore aujourd'hui, on a gagné un très gros truc. Bon, ben voilà, parce que c'est la séquence qui veut ça, c'est le moment, quoi. Donc, Après, pour vous, Pierre, c'est presque un problème de trouver le bon produit, quoi, qui répond à la demande, là, presque, oui, là. il y a un peu de problème d'appro, parce que Ouais. quand tout le monde veut le même matériel partout dans le monde, et ben nous, on est un petit peu à même enseigne que les autres. Alors, on essaye un peu de jouer de nos bonnes relations, parce qu'on est quand même un peu implanté, ancré, enraciné. Donc, on a des partenariats assez forts. Donc, on essaye de dire, attends, voilà, on joue des coudes. Mais oui, il y a un peu de tension sur le matériel, mais il n'y a pas de tension sur le business, sur le fondamental d'accord. du business. Pierre, là, de par votre expérience, ton parcours, si on devait mobiliser des entreprises pour aller à l'international, là, quels seraient un ou deux conseils là, que tu donnerais là? Alors, tu en as déjà donné plein, hein. Attention l'interculturel, mettre de côté l'aspect latin, peut-être des choses là pour attaquer les marchés à l'international suivant les pays. Voilà, coller au marché. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un truc que je dirais, c'est je vois trop de gens qui veulent aller à l'international et qui voyagent. Moi, je trouve que ça sert à rien de voyager. Enfin, ça sert de moins en moins. Et puis, dans le contexte Covid, bon, en plus, ça tombe bien parce que c'est compliqué. Mm. Moi, j'ai vu trop de gens, de patrons de PME qui partaient dans des délégations voilà, avec je sais pas qui, je sais pas quoi. Nous, c'est des choses qu'on a quasiment jamais fait. Je dis pas jamais, mais pas loin de jamais. La réalité, c'est que l'exercice qu'on est en train de faire là, de se parler comme ça à distance, vous pourriez être à New York ou à Bordeaux, c'est Oui, pareil. bien sûr, il n'y a pas de frein pour ça. Oui, bien sûr. Donc en fait, il n'y a pas de frein, que ça coûte pas cher. Par contre, que pour faire ça, c'est faut de la niaque, parce que contacter des gens par Internet pour essayer d'avoir une conf call, d'expliquer son truc, à quoi on sert, etc. C'est une démarche pas facile, là, oui, bien sûr. C'est du porte-à-porte. Hein. Je veux dire, quand vous vendez des aspirateurs et que vous faites du porte-à-porte, il faut avoir beaucoup de portes fermées pour placer un aspirateur. Et on peut aussi démarrer l'export comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut démarrer l'export sans moyens, en se disant juste, je vais y passer 1 heure tous les jours. Nous, ça se traînait à ça au début. On se disait qu'il fallait qu'on ait 10 contacts sur LinkedIn tous les jours. Mais tous les jours, hein, donc le jour 1, c'est facile, le jour 2, machin, quand vous êtes toujours 18. Alors, tu évoques une chose importante, c'est les réseaux sociaux, l'influence aujourd'hui des réseaux sociaux et la performance des réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire, enfin, réseaux sociaux ou autres, c'est-à-dire que il y a Internet, quoi, et ça veut dire que les gens, on les trouve. C'est-à-dire que si vous voulez chercher le mec qui est acheteur de telle boîte, machin truc, vous le trouvez. Bon, alors après, le truc, c'est que c'est vrai que les canaux sont un peu saturés, que les gens sont vachement sollicités, etc. Donc peut-être qu'il faut pas viser le gars que tout le monde veut contacter, mais celui qui est un tout petit peu à côté, un peu latéral, développer le dialogue avec lui pour avoir une porte d'entrée, mettre le pied dedans, et puis, etc., provoquer les choses, faire que ça advienne. Mais en tout cas, je vois pas vraiment l'utilité de voyager, et j'ai l'impression que ça va être un truc qui va être sur la descente. Oui, je suis d'accord. Tout à l'heure de dire les échanges aériens retrouveront jamais leur volume. Moi, je signe des 2 mains, là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai des clients avec qui on fait des millions de dollars à l'année que je n'ai jamais rencontrés. On ne les a jamais vus physiquement. Après, tu es quand même d'un marché sur lequel tu as des gens avertis, c'est un milieu un peu spécial, quand même, le monde médical. Enfin voilà. Après, il y a une mais confiance. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on voit, ça coûte très cher un voyage. Je veux dire, si vous allez aux États-Unis, que vous faites une espèce de tournée des popotes, et puis que je sais pas quoi, ça va vous coûter 10 000 balles. Entre un billet d'avion, un peu d'hôtel, un truc, un machin, ça coûte 10 000 balles. Bon, eh ben, il vaut mieux peut-être essayer de faire des petits deals avec une exposition en risque de 10 000 balles. C'est de toute façon ce qu'on aurait payé dans un voyage. Mais de s'exposer sur un risque de paiement, de logistique, de je ne sais pas quoi, à hauteur de 2, 3, 5 000 balles. Pour engager une affaire. Oui, pour engager une affaire, voilà. Pour dire à quelqu'un, bon écoute, je vais t'expédier une palette de champagne, je ne sais pas, ça vaut 3 000 balles, on y va. Et puis on me dit, ok, le mec il m'a dit qu'il me paye, d'ailleurs, bon, souvent il aurait payé, je ne sais pas, la moitié avant, la moitié au sol. Bon, on s'expose sur un risque, mais au moins on engage une affaire. Et je pense qu'il faut aussi savoir commencer petit plutôt que de se dire, j'attaque tel pays. Enfin, je pense qu'il faut être un peu aussi dans une logique de je tente des trucs.
Bon, en tout cas, merci Pierre là, pour ces conseils. Encore félicitations là, pour la performance de l'entreprise, là, ton positionnement. Et puis, félicitations d'avoir ce type d'entreprise à Nancy aussi. Là, c'est important, c'est important. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser. Bien sûr. Merci Pierre. Voilà, je vais continuer pour préparer l'intervention de Dominique Bouter de Business France et puis aussi de Marine de BPI France. Alors, aujourd'hui, la France a mis en place une équipe, une team France Export. C'est vraiment une équipe au service de l'entreprise, avec un interlocuteur unique à vos côtés sur votre territoire, qui fait le lien avec tout l'écosystème, à la fois l'État, les partenaires, publics et privés, pour faciliter le développement. Alors, cette organisation-là, on va avoir une présentation de la partie appui opérationnel et puis aussi l'appui financier. Donc, il était important de le citer. Donc, en région, ces équipes sont à votre disposition avec des partenaires. Le MEDEF fait partie des partenaires de la Team France Export. À noter deux choses pour la région Grand Est. Se féliciter qu'en complément du plan export national et du plan de relance, là, il y a eu un travail commun qui a été engagé entre la région Grand Est et puis l'État en région. Donc, et ça a permis d'aboutir à ce qu'on a appelé le Business Act, donc un plan de relance post-crise, donc qui est complémentaire au plan de relance engagé par l'État. Et puis, une chose importante au niveau du commerce extérieur, c'est que le gouvernement a nommé un ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Donc, on a au moins un porte-parole au niveau du gouvernement qui est là pour à la fois faire l'ambassadeur de l'offre française, là, et puis proposer aux investisseurs étrangers de venir. Voilà, donc ça, c'était un point important. Alors, la Team France Export, en deux mots, cette équipe-là, c'est vraiment à la fois vous appuyer dans de la recherche d'informations, préparer votre stratégie à l'international, vous donner des conseils, prospecter le marché, communiquer, accélérer. Tout ça, vous avez un interlocuteur unique qui a ses pendants dans tous les pays du monde et qui est organisé par filière. Voilà. Donc ça, c'est autant on se plaignait il y a une paire d'années d'avoir X interlocuteurs sur l'international. Aujourd'hui, il y a eu une volonté au niveau du gouvernement de simplifier, d'orchestrer et de faciliter le dialogue avec l'entreprise. Alors, deux interventions. Première intervention, Dominique Bouter, là, qui va nous expliquer dans ce contexte de crise tout le plan de relance export là, qui a été mis en place là, par l'État français, avec un focus là, sur le chèque relance export. Et puis Marine enchaînera après, derrière, sur l'aspect BPI, pour tous les appuis spécifiques dans le cadre du plan de relance mis en charge par la Banque publique d'investissement. Voilà, je laisse la parole à Dominique. Oui, bonjour à tous les participants. Bonsoir plutôt. Je suis ravi de participer à cet événement et merci aux organisateurs, à Scalen, à MEDEF 54 et à Stratexio de nous avoir donné la parole et de nous avoir invités. Pour me présenter en deux mots, moi je suis quelqu'un qui a passé de nombreuses années à l'étranger pour le compte de l'État français, pour le compte de UbiFrance dans un premier temps, puis de Business France maintenant. Et je suis rentré en France pour m'installer en région Grand Est récemment, région qui est ma région d'origine. Donc je suis ravi d'être ici et de retrouver cette belle région. Je vais être très très rapide sur l'introduction puisque Bruno a déjà beaucoup commenté le sujet. Business France, en deux mots, c'est une agence publique française qui a deux missions, une mission d'accompagnement et d'appui à l'internationalisation des entreprises françaises et une mission de soutien de l'attractivité de la France, de recherche et d'accompagnement des investisseurs étrangers pour venir investir dans les territoires français. Donc ça correspond très exactement au périmètre et au mandat de notre ministre, M. Riester.
c'est une agence Business France qui a 3 tutelles. D'une part, le ministère des Affaires étrangères auquel appartient M. Riester, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Cohésion des Territoires. Donc, sous cette triple tutelle, nous avons des activités à l'étranger. Nous couvrons environ 75 pays avec des bureaux qui sont implantés à l'étranger et globalement 120 à 130 pays avec les partenariats que nous avons pu tisser à l'étranger. Business France, comme l'a dit Bruno Roth, est un des membres fondateurs de la Team France Export. Alors, la Team France Export, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement de l'ensemble des solutions publiques qui sont proposées en soutien aux entreprises pour leur développement à l'international. Quand on dit solutions publiques, ça intègre à la fois les solutions proposées par l'État, par les régions, la région Grand Est en particulier, par Business France, par BPI France, et Marine y reviendra tout à l'heure, et par les chambres de commerce. Dominique, je me permets de te couper, on ne voit pas ton diaporama, je pense que tu ne l'as pas partagé peut-être. Je vais le mettre. Ah d'accord, très bien, excuse-moi, je te laisse faire, pardon. Je n'ai pas commencé à rentrer sur le diaporama pour l'instant. Donc, et donc les chambres de commerce internationales qui sont également associées. La Team France Export associe également des partenaires privés, des partenaires extérieurs, et à ce titre, le MEDEF et Stratexio ont été l'un des tout premiers partenaires extérieurs à être associés à la Team France Export. Comme l'a dit Bruno Roth, donc, la Team France Export, ce sont des équipes de conseillers qui sont sur le terrain, qui sont au contact des entreprises et qui sont là pour les aider à développer des actions et des stratégies à l'international. Alors, si on en vient directement au sujet de ce soir, l'export et la relance de l'export, si vous vous rappelez, lorsque le premier confinement a été mis en place, lorsque les choses se sont bloquées au printemps, on a commencé par mettre en place ce qu'on a appelé un plan de soutien export qui a été en vigueur jusqu'à fin septembre et dans lequel il y a eu un certain nombre d'actions pour aider les entreprises à avoir de la visibilité à l'international et surtout les écouter. Et ça a abouti notamment à ce baromètre de l'export qu'a présenté Bruno, qui a permis de comprendre un peu quelles étaient les difficultés que rencontraient les entreprises au fil de l'eau pour leur activité export. Aujourd'hui, on est entré dans une phase différente, dans une phase de plan de relance. Le gouvernement a annoncé début septembre, le 3 septembre, un plan de relance massif de plus de 100 milliards d'euros de financement. À l'intérieur de ce plan de relance global, il y a un volet export qui est plus modeste, mais qui reste quand même très conséquent, puisqu'il représente à peu près 247 millions d'euros sur la période 2020-2022. Et ce plan de relance export, il vise à inciter les entreprises à repartir le plus rapidement possible à l'export pour différentes raisons. D'abord parce qu'on s'est rendu compte que l'export, c'est un facteur de résilience pour les entreprises. Celles qui avaient une activité export bien développée ont été dans l'ensemble beaucoup plus résilientes que la moyenne. Et puis parce que, comme ça a déjà été dit, il y a un certain nombre de marchés qui ont continué à fonctionner, qui se relancent aujourd'hui, la Chine, un certain nombre d'autres marchés en Asie. Et donc, il ne faut pas attendre pour se relancer à l'export et pour prendre des positions. On estime que pour nos entreprises, c'est le bon moment pour repartir à l'export. Donc, ce plan de relance export, on va le détailler un petit peu. On reviendra sur le chèque relance export. Mais il faut préciser dès à présent que ce plan de relance export, il s'articule aussi avec tout ce que propose la région Grand Est et toutes les aides qui sont à la disposition des entreprises au niveau régional. Donc là, je vais essayer de vous partager mon PowerPoint, si vous le voyez. Alors, parfait, hein. Très bien. Donc, ce plan de relance export qui a été annoncé par le ministre, M. Riester, il comprend 5 grands axes qui se répartissent en 13 mesures
pour repartir à la conquête des marchés étrangers. Bon, ces 5 axes, on va les détailler un petit peu. Donc, très rapidement, il y a un axe concernant l'information, l'intelligence. Les entreprises en ont besoin, elles nous l'ont dit au long de cette crise. C'était vraiment l'un des facteurs qui était limitant pour travailler à l'export. La projection, c'est-à-dire l'ensemble des actions qui permettent de repartir à l'export et d'être accompagnés à l'export par les acteurs publics et privés. Soutenir la jeunesse avec le dispositif VIE, et on verra que ça peut avoir un intérêt dans le contexte de la crise actuelle. Renforcer les outils de financement export, là on est plutôt dans le domaine de BPI-France et je ne m'étendrai pas dessus, je laisserai plutôt Marine nous détailler cela. Et puis promouvoir une marque ou des marques France de manière à avoir une identité bien visible pour l'ensemble de l'export et de l'outil d'exportation français sur les marchés internationaux. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce plan, au niveau de l'intelligence, l'objectif, c'est de renforcer l'information dont les entreprises peuvent bénéficier sur les marchés étrangers. L'une des premières mesures sera de créer des comptes numériques personnalisés pour les exportateurs sur les plateformes des solutions qui ont été mises en place au niveau de chaque région. Lorsque l'exportateur créera son compte numérique sur la plateforme, il aura accès à un certain nombre d'informations, des webinaires sectoriels, des opportunités de business, des veilles et des informations marché, et aussi des informations sectorielles très pointues sur les marchés étrangers, tout ça en fonction de son activité, de son champ d'intérêt, donc de façon extrêmement ciblée. Tout cela viendra en complément d'une carte interactive que nous avions mis en place dans le cadre du plan de soutien export et qui continue à fonctionner, c'est-à-dire que vous pouvez toujours accéder à cette carte interactive qui vous donne en temps réel les dernières informations sur les conditions d'accès au marché étranger. Deuxième mesure, c'est de lancer un roadshow avec la participation du ministre Franck Riester, avec l'ensemble des partenaires de la Team France Export dans les différentes régions pour informer les entreprises et les sensibiliser aux enjeux du développement international. Ce Relance Export Tour, il a eu lieu le 14 octobre, ça a été un des tout premiers à être réalisé dans la région Grand Est, et aujourd'hui on est en train quasiment de boucler le Tour de France de ces Relance Export Tour, ce qui montre bien l'engagement de notre ministre, Franck Riester, qui a participé à l'ensemble de ces événements en digital par le biais de webinaires. Deuxième mesure, la projection, donc c'est faciliter les activités de prospection export. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette slide parce qu'elle est détaillée un peu plus, un peu après. On va faire un focus sur le chèque relance export et donc on va rentrer un petit peu dans le détail de son fonctionnement. Simplement, j'attire votre attention sur la dernière phrase de cette slide qui dit que le chèque relance export est totalement cumulable et peut s'articuler, bien sûr sous réserve d'éligibilité et dans la limite des plafonds. On ne peut pas dépasser 100%, mais on peut atteindre 100% de financement sur une action export avec les aides régionales, avec les aides qui existent dans les différentes régions françaises. Toujours dans le domaine de la projection, une mesure consiste à renforcer les moyens de l'assurance prospection. C'est un domaine de BPI France, donc je pense que Marine a prévu d'en parler. Il y a des nouveautés aussi dans ce domaine de l'assurance prospection. Et donc, il y a des moyens renforcés qui vont être mis en place pour que les entreprises puissent bénéficier d'assurance prospection qui couvrent plus de choses et qui sont plus faciles d'accès. Toujours dans le domaine de la projection, et ça, on va dans le sens qui a été évoqué notamment par Pierre Malingret, c'est qu'on ne reviendra pas à des missions systématiques ou à des voyages dans la mesure qu'on faisait avant la crise. Il faut s'adapter, il faut trouver des nouvelles solutions, et donc ça passe aussi par le fait de changer les formats
et de se réinventer et de trouver des nouvelles solutions pour se projeter à l'extérieur et pour réaliser ce qu'on faisait autrefois en physique. Donc ça implique d'être présent avec des services virtuels, des services numériques, d'avoir des opérations qui sont digitalisées, avec des opérations qui sont des webinaires ou des plateformes de contact, des plateformes de B2B, et tout ça, sont des choses qui sont en train d'être mises en place, d'être développées à grande échelle. Également, mettre en place des vitrines digitales, hein, donc de pouvoir projeter les entreprises sans qu'elles se déplacent et en faisant la promotion de leurs produits. Ça concerne essentiellement des produits de consommation, les vins et spiritueux qui sont importants pour la région Grand Est, les cosmétiques, l'agroalimentaire, et donc de pouvoir entrer en relation avec des acheteurs sans forcément se déplacer, mais par le biais des réseaux, par le biais du e-commerce, par le biais des plateformes digitales. Troisième mesure, c'est de profiter de la ressource RH que constituent les jeunes, hein, les talents qui sont mobilisables à travers le volontariat international en entreprise. Et donc, là aussi, l'idée est de favoriser le recrutement par les entreprises de ces jeunes talents en aidant financièrement les entreprises qui les emploieront et qui les enverront à l'étranger. Donc aujourd'hui, bien évidemment, le VIE est un peu freiné parce que sur certains pays, ça reste encore fermé, mais lorsque ça se réouvre, lorsque le VIE peut aller être positionné à l'étranger, c'est une solution qui permet effectivement d'avoir quelqu'un sur place et qui vous évite de faire des voyages aller-retour incessants et qui peut être sur place avec la culture de l'entreprise, avec la culture du pays pour développer le business sans forcément avoir des allers-retours à faire toutes les semaines. Ce VIE, on va essayer de le diversifier également, de profiter de la situation pour aller vers des jeunes qui ont des formations plus courtes. Hein. On ne vise pas seulement que des Bac plus 5 ou des Bac plus 7, et aussi d'aller vers des jeunes de quartiers prioritaires, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de quartiers moins favorisés et qui pourront là bénéficier effectivement d'une promotion pour faire des volontariats internationaux en entreprise. Donc l'idée, c'est comme il y a un chèque de relance export, c'est d'avoir des chèques VIE qui pourront permettre de soutenir le recrutement de VIE par les entreprises, essentiellement les PME et les ETI. Quatrième mesure, c'est les outils de financement. Donc là, ça concerne beaucoup BPI France, mais pas uniquement. Outre les domaines dans lesquels intervient BPI France, il y a également les domaines dans lesquels intervient la Direction générale du Trésor à Paris, notamment les enveloppes dédiées au FASEP qui permettent de financer des études d'ingénierie et de faisabilité pour ensuite permettre de réaliser des projets d'infrastructure, mais aussi de renforcer et de favoriser les prêts du Trésor pour financer les exportations françaises. Donc, être beaucoup plus allant sur l'ensemble des financements qui peuvent être accordés pour développer nos exportations, nos projets de développement à l'étranger. Dernière mesure, c'est de développer une communication autour de la marque France. Alors, il y a une marque mère qui est la marque France qui va être déployée sur l'ensemble des opérations de promotion et des opérations collectives qui vont être développées à l'étranger, avec différents dérivés, comme Choose France, par exemple, qui pourrait être utilisé sur les salons, mais aussi pour les opérations de promotion des investissements en France. Taste France pour toutes les opérations agroalimentaires. Et puis, il y a d'autres marques qui viennent s'ajouter, comme la French Tech, French Healthcare, French Fab, qui sont développées sur des créneaux bien précis, de façon à faire la promotion de l'ensemble de ces filières à l'étranger. Voilà, si on rentre un peu plus dans le détail, je vais essayer d'être assez rapide sur le chèque relance export.
Donc, il y a une notion d'éligibilité derrière ce chèque relance export. Il est principalement destiné aux PME et aux ETI. Et les grands groupes français et les entreprises enregistrées à l'étranger sont exclus. Pour pouvoir en bénéficier, une entreprise ne doit pas non plus être détenue à plus de 25% par une entreprise française ou étrangère qui ne serait pas elle-même une PME ou une ETI. Les montants qui sont affectés à ce chèque relance export, hein, alors le chèque relance export peut couvrir 50% des dépenses d'une action de promotion ou d'exploration à l'étranger, avec un minimum qui est de 500 €, mais avec des maximums qui varient aussi en fonction du type d'action que l'entreprise engage à l'étranger. Alors sur les pavillons France, lorsqu'elle expose sur un salon, ça peut atteindre 2500 €. Sur une opération de rencontre B2B, une mission export par exemple, c'est limité à 1500 €. Si l'entreprise part en individuel et donc fait appel à un prestataire qui va l'accompagner en individuel, ça peut être de 2000 € maximum. Donc, comme je le précisais avant, ce sont des montants qui peuvent tout à fait s'ajouter aux aides qui existent déjà dans les régions. Et en région Grand Est, il y a notamment eu des aides sur les participations à des événements collectifs à travers un programme qui s'appelle le PREJ, le Programme Régional Export Grand Est. Et il y a également pour certaines entreprises des aides individuelles qui existent. Donc ces deux aides, chèque relance export et aide régionale, peuvent tout à fait s'ajouter. Alors il faut savoir qu'une entreprise ne pourra pas recevoir plus de 6 chèques, 2 pour des actions individuelles, 2 pour des actions en collectif et 2 pour des recrutements de VIE dont on a déjà parlé. Les prestations rapidement qui sont éligibles ou non éligibles, donc chaque relance export peuvent couvrir des prestations de préparation à l'export, ça peut être des audits ou diagnostics export ou de la structuration de stratégie export qui est précisément ce que propose Stratexio aux entreprises, ou des services de projection à l'export, de la prospection individuelle, des opérations de communication, de la projection collective, participation à des salons ou à des missions export. Par contre, ne sont pas éligibles un certain nombre de prestations. Faire du sourcing à l'étranger, bien évidemment, ça se comprend. De participer à des clubs ou à des formations, de faire des dossiers d'implantation ou des prestations liées à des dossiers d'implantation à l'étranger. On ne souhaite pas favoriser de délocalisation, bien évidemment. Et les services de projection si l'entreprise dispose déjà d'une filiale dans le pays. Donc il n'y a pas de raison d'aider une entreprise qui a déjà une filiale à se développer encore plus dans ce pays, mais c'est plutôt destiné à des entreprises qui vont vers des pays dans lesquels elles ne sont pas déjà implantées. Il y a alors, quels sont les pays accessibles et les opérateurs qui peuvent bénéficier de ce chèque relance export? Donc, normalement, tous les pays sont concernés, bon, sauf certains qui sont sous embargo. Bien évidemment, si vous envisagez d'exporter en Iran, il y aura un problème. Pour pouvoir être éligible, la prestation doit être portée par un opérateur agréé. Donc, c'est soit les membres fondateurs de la TFE qu'on a cités, ou pour l'individuel, ça peut être aussi des opérateurs qui ont été agréés au titre d'une procédure d'agrément. Et Stratexio est l'un des opérateurs qui ont été agréés pour le chèque relance export. Voilà, je m'arrêterai là et reste à votre disposition pour d'éventuelles questions s'il y en a. Dominique, merci pour cet éclairage, merci pour le point là, dans le cadre du plan de relance. Ce que l'on voit, c'est vraiment, il y a aussi l'enjeu de la région. Donc là, c'est important de comprendre que la région a un vrai rôle à jouer là, dans cette relance, dans ce plan de relance économique là, et en appui aux entreprises au travers de la Team France Export. Merci. Je vais laisser la parole. J'aurais une question, juste une petite question. C'est y a-t-il un montant minimum pour les financements?
Je l'ai évoqué, je crois, sur une slide. Il y a un montant minimum qui ouvre droit au chèque relance export, c'est 500 €. Sachant que le chèque relance export finance 50% des dépenses. Si vous avez une dépense de 500 €, vous bénéficieriez d'un chèque relance export de 250 €. Il faut se poser la question si ça vaut la peine ou s'il ne faut pas réserver ce chèque à des prestations plus élevées qui vous permettent d'avoir des montants qui se rapprochent du plafond. Très bien, merci. Marine, à toi, pour l'aspect financement. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cet événement qui arrive, je crois, au bon moment, hein, dans un contexte où, certes, nous manquons tous de visibilité, où regarder les informations devient anxiogène, mais dans un contexte aussi, on l'a dit, on s'aperçoit que les entreprises exportatrices sont globalement plus résilientes en cette période de crise. Il devient plus important que jamais d'avoir des relais de croissance sur d'autres marchés géographiques et de mettre à plat une stratégie de développement à moyen terme. Et enfin, c'est le bon moment aussi parce que jamais nous n'avons connu une période où le développement export a été autant accompagné. Sur le plan opérationnel, avec des partenaires de grande qualité Marine, qu'on a autour. Vous pouvez diffuser votre présentation? Oui, alors attendez. Elle n'est pas diffusée là parce que je croyais qu'elle l'était. Hop, lancer le PowerPoint. Vous la voyez? C'est bon là? Très bien, merci. Voilà, donc c'est également le bon moment parce que nous n'avons jamais connu de période en fait où le développement au export aura été autant accompagné sur le plan opérationnel, donc avec des partenaires comme Business France, comme CCI International, Scalen, Stratexio, mais aussi sur le plan financier avec dans le cadre du plan de relance, les chèques export dont on vient de parler, mais aussi l'assurance prospection que je vais vous détailler tout à l'heure et dont les moyens ont été renforcés également. Les aides régionales également, et j'en oublie. Pour citer Pedro Novo, le directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France, il vous passe le message suivant: ça vous coûte aujourd'hui plus cher de rester à la maison que de tenter l'aventure de l'export. Alors, pour commencer, un petit mot sur BPI France. Donc, BPI France, créé en 2012, mais avec une histoire longue, puisque Oseo, Envar, BDPME sont nos ancêtres, si je puis dire. On est un EPIC détenu à 50-50 par l'État et la Caisse des dépôts, avec 3 filiales, BPI France Financement, anciennement Oseo, qui regroupe les activités de financement court terme, moyen long terme, de garantie et d'innovation. Vous avez BPI France Investissement, ex-FSI, FSI Région, donc pour les activités de haut de bilan, et BPI France Assurance Export, qui gère pour le compte de l'État les garanties publiques export depuis le 1er janvier 2017, donc auparavant géré par COFAS. Alors, l'export est l'un des métiers de BPI France, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit mot sur les autres métiers qui peuvent également en fait vous intéresser et vous accompagner dans votre développement. Donc, le métier de la garantie, en général, c'est le métier le plus connu à la fois des entreprises et des banques. Donc, on intervient en contre-garantie de financement bancaire pour faciliter l'octroi de prêts et limiter les prises de garantie autres. Le métier du financement, donc on intervient aux côtés des banques en financement direct à moyen long terme, prêt, crédit bail immobilier, mais aussi pour compléter des plans de financement avec notre gamme de prêts sans garantie, qui, comme son nom l'indique, sont sans garantie et également sans justificatif de décaissement des fonds avec une période de différé de remboursement en capital. Donc, en fait, l'idée, c'est de financer ce qu'un prêt classique ne peut pas financer, immatériel, croissance de besoins en fonds de roulement, recrutement, outillage, etc. L'innovation, donc nous accompagnons les projets de développement innovants avec en fonction du projet et de sa maturité, soit des subventions, avances remboursables, prêts à taux zéro, prêts. Et on accompagne aussi bien l'innovation de rupture que l'innovation incrémentale, les startups, mais aussi les TPE, les PME, les ETI établis. En fonds propres, on intervient donc en haut de bilan dans les entreprises par le biais d'actions, d'obligations convertibles pour accompagner des projets de croissance significatifs en général. Et le métier de l'accompagnement, qui est l'un des derniers nés, où là on est sur une activité de coaching de chefs d'entreprise et de leur comité de direction avec soit des missions bien précises sous la forme de diagnostics sur différents thèmes, par exemple d'un diagnostic écoflux avec l'ADEME pour accompagner la transition écologique des entreprises,
gouvernance, transmission, etc. etc. On a pas mal de sujets qui peuvent être traités comme ça, soit avec les accélérateurs où là on fait des promotions d'entreprises, soit par secteur géographique comme l'accélérateur Grand Est, soit par secteur d'activité avec l'accélérateur automobile par exemple, soit thématique, on a l'accélérateur Afrique notamment sur lequel on est en cours de recrutement. Et là on a à la fois un volet individuel avec un consultant qui va venir dans le système nerveux de l'entreprise pour identifier les forces et les axes d'amélioration des entreprises. Et un volet collectif où là, on vous renvoie carrément sur les bancs de l'école avec des intervenants triés sur le volet et des ateliers avec des cas concrets rencontrés par les entreprises et partagés donc avec d'autres entreprises, d'autres chefs d'entreprise pour vous aider à solutionner des problématiques concrètes. Voilà. Sur le métier de l'international, donc c'est un métier qui reste assez récent pour BPI France, puisqu'on a récupéré entre guillemets la gestion des garanties publiques export depuis 2017, et c'est à ce moment-là que les métiers comme le mien ont été créés. Donc on a mis en place un continuum d'accompagnement des entreprises, l'idée étant qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité et la problématique qu'elle va rencontrer, puisse trouver une solution. En préambule, on parle beaucoup de l'écosystème international et il est évident que ce continuum-là prend tout son sens dans une solution globale apportée à l'entreprise qui ne se limite pas finalement aux solutions de financement et d'assurance, mais avec la Team France Export, les conventions, les partenariats signés avec les banques, les OSCI, les liens avec les CCEF, la région. Tout ça, c'est vraiment pas que de l'affichage politique, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Et on a la chance, ici, sur le territoire de la Lorraine, d'avoir une vraie team de l'international qui fonctionne bien, qui englobe tous les acteurs, qui communique vraiment bien et qui travaille main dans la main au service de l'entreprise. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les dispositifs qui existent à l'international parce que ça, on y passerait la soirée. Simplement, ce qu'il faut retenir, les outils les plus importants, ça va être l'assurance prospection, évidemment. Là, je vais le détailler un petit peu plus tard parce que c'est là-dessus que portent les mesures du plan de relance. Sur les autres sujets, dans le pavé financement des ventes, vous avez la garantie des cautions et des préfinancements. Là, je pense qu'on a un vrai sujet dans un contexte où les risques vont être traités de manière un peu plus, ça va être un petit peu plus compliqué pour les banques l'année prochaine, on se doute, ça va être un petit peu plus tendu en termes de risque et d'approche risque pour les banques. Donc, il faut savoir que BPI France peut intervenir en contre-garantie de caution export à hauteur de 80%, donc c'est des cautions qui sont émises par vos banques, on les contre-garantit à 80% et dans le cadre du plan de relance, on augmente cette quotité garantie jusqu'à 90% sur les dossiers jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça vous coûte rien, ça facilite l'octroi de ces cautions et ça vous permet de limiter également de prendre d'autres garanties et je pense notamment au nantissement de trésorerie qui peut être proposé par les banques et qui est toujours un petit peu dommage. De la même manière, on propose une garantie sur les préfinancements sur des marchés export qui est mis en place par les banques à 80% normalement et donc rehaussé à 90% dans le contexte du plan de relance. Donc un préfinancement, c'est quoi? Sur un marché à l'export bien identifié et qui s'étend sur la durée, sur lequel vous n'avez pas assez d'acompte suffisant pour couvrir vos approvisionnements et les salaires liés, on fait un tableau de trésorerie au mois le mois, on regarde ce qui rentre, ce qui sort, on a un solde de trésorerie qui est financé par la banque sur une ligne spécifique et c'est cette ligne-là qu'on va contre-garantir par la banque, à la banque. Et donc, c'est encore un dispositif qui ne coûte rien à l'entreprise. C'est la banque qui nous redistribue une partie donc, des frais prélevés, mais en tout cas, il n'y a pas de coût supplémentaire lié à cette garantie auprès des banques. Donc ça, c'est important à savoir. Dernier produit dont je souhaitais vous parler, c'est sur le dernier pavé, créer une filiale à l'international. Le tout dernier produit, Garantie Projet International, il est important de le connaître. C'est un produit qui permet de couvrir les apports d'une maison mère en France à sa filiale à l'étranger hors Europe à 50% en cas d'échec économique du projet. En gros, si vous créez une filiale, vous envoyez 200 000 €, donc soit pour créer, soit pour racheter une entreprise à l'étranger, soit pour réinjecter dans une filiale existante, ça marche aussi, et que cette filiale ferme parce qu'il y a un équivalent de procédure judiciaire, redressement, liquidation, etc., on vous fait un chèque de 100 000 €. Donc, c'est pas négligeable. L'assurance prospection, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement du produit. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est déjà que c'est l'outil principal de l'État pour inciter financièrement les entreprises à se développer à l'export. L'idée, donc, l'entreprise va cibler un ou plusieurs pays sur lesquels elle n'est pas ou peu présente
et sur lesquels elle souhaite se développer. Sur ces pays-là, elle va construire un budget de prospection sur 2 ou 3 ans, sur des dépenses qui sont assez larges. Vous le voyez à gauche, quelques exemples de dépenses éligibles. Et sur ce budget-là, vous allez avoir une avance de trésorerie à taux zéro à hauteur de 65% des dépenses et qui sera remboursée, voilà, je vous montre un peu le fonctionnement, qui sera remboursée au bout de 4 ou 5 ans de différé en fonction du chiffre d'affaires généré sur les pays ciblés, donc avec une partie qui peut passer en subvention. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser par après. Je vais pas aller plus loin dans l'explication, mais si c'est pas clair, vous me demanderez. Dans le cadre du plan de relance, on a eu en fait plusieurs, essentiellement l'assurance prospection. Donc, la première déjà, c'est que l'État nous garantit un budget significatif sur 3 ans. Donc, on va pouvoir octroyer plus d'assurance prospection et des budgets plus conséquents là-dessus. Et donc, à titre indicatif, sur le territoire de la Lorraine, là, depuis le début de l'année, l'assurance prospection, c'est 45 entreprises accompagnées avec un budget moyen d'environ 150 000 € sur toute la durée de prospection. La deuxième bonne nouvelle, donc Dominique en a parlé, c'est l'assurance prospection accompagnement qui va être lancée l'année prochaine. Là, c'est dédié aux plus petites entreprises, essentiellement primo-exportateurs, pour des plus petits budgets. On est sur des budgets qui vont de 10 000 à 40 000 €. On va avoir une solution avec la contrainte d'être accompagné sur le projet, donc soit par la Team France Export, soit par des acteurs privés, parce que comme il s'agit de plus petites entreprises, on est assez convaincu qu'il est important pour maximiser les chances de succès d'avoir un véritable accompagnement. Et pour terminer, un petit teasing, on sait qu'on va avoir une autre bonne nouvelle sur l'assurance prospection qui va arriver d'ici la fin de l'année. Je ne peux pas en parler, on est encore en phase finale, on va dire, de discussion avec Bercy et surtout, je vais laisser la primeur à Franck Riester pour annoncer cette nouvelle, mais on a encore une modification qui va arriver sur l'assurance prospection à partir de l'année prochaine et qui est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises et pour vous accompagner sur vos développements export. Et voilà, je termine là-dessus. Marine, merci pour cet éclairage-là. Bon, ce qui est important à retenir, que ça soit à la fois pour Business France ou pour BPI, c'est quel que soit votre projet à l'international, vous avez des interlocuteurs qui sont là pour vous accompagner. Donc, n'ayez pas peur de les solliciter. Et là, je peux en témoigner. Marine est très proche de ses clients, entre guillemets, de ses entreprises, et aussi pour Business France, là. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de simplification, des outils plus adaptés. Donc, il y a une vraie dynamique qui est engagée là. Voilà, merci à vous deux là pour cette présentation. Bruno a une question. Alors, oui, il y avait une question qui demandait, quelqu'un demandait quelle était la relation entre Business France et BPI avec l'agence régionale Grand Est, Grand Innov, pour le travail sur les investissements directs étrangers. Ça, c'est peut-être plus avec Dominique qui peut répondre là. Puis je sais qu'en plus, Marine, tu as une contrainte là, personnelle, donc oui. ne rate pas l'horaire là. Oui. Du coup, Marine peut peut-être dire un mot de votre accélérateur, parce que je crois qu'il est en lien avec Grand Innov. Votre accélérateur d'entreprise sur la région? Alors, avec nos relations avec Grand Innov, c'est vrai que ça concerne plutôt au sein de BPI France les métiers de l'innovation. Donc, c'est vrai que innovation internationale, on est quand même fortement liés et une entreprise qui innove généralement, quelques temps après, elle va partir à l'international. Mais c'est vrai que, alors moi, je n'ai pas de lien direct avec Grand Innov, c'est plutôt mes collègues de niveau de l'innovation. On garde cette question et on donnera réponse, là, pas de souci. Voilà, donc il y a effectivement des choses qui se font entre Grand Innov et BPI France, mais plutôt sur le front effectivement de l'innovation et de l'accélération. Pour ce qui concerne Business France, Grand Innov c'est et ce sera notre partenaire unique sur la région, puisque c'est l'agence de développement en charge de la promotion de l'attractivité et des investissements sur la région Grand Est. Le mandat qui lui a été confié sur l'ensemble de la région est récent, puisque ça date du mois de juillet. Nous allons signer avec Grand Innov, comme avec l'ensemble des agences de développement régional avec qui nous travaillons au niveau français, une convention. Et donc, ce sera notre partenaire principal et unique sur la région. Eux-mêmes, Grand Innov, travaillant ensuite avec l'ensemble des interlocuteurs au niveau territorial pour mener à bien les actions. Très bien, Dominique, merci. Je vais donc passer à la séquence suivante, là, qui est la séquence finale, là, sur laquelle on va
évoquer un outil, hein, une offre là, qui permet au chef d'entreprise là, de préparer sa démarche export avec une démarche initiée par des professionnels, hein, donc le MEDEF, et axée pour les professionnels. Alors, aujourd'hui, l'international, on l'a bien dit, hein, donc elle est essentielle au développement des entreprises. Et on l'a compris aussi que dans le cadre de la crise, hein, celle qui était déjà présente à l'international, il y a eu une résilience là, qui a permis de passer ce cap d'une façon un peu plus facile que des entreprises qui étaient purement sur un marché domestique. Le club Stratexio, ça permet d'offrir aux dirigeants un véritable accélérateur de croissance. Alors, c'est à la fois une offre de formation et d'accompagnement. Donc, quelque part, il y a eu un programme qui a été mis en développement en faisant appel à un réseau d'experts qui permet de pouvoir aborder un certain nombre de thématiques dans le cadre de groupes collectifs. Et ensuite, vous avez un accompagnement avec un référent qui est en lien avec l'entreprise, qui permet de vérifier le déploiement de sa stratégie, de les réadapter aussi, et puis de lui proposer de l'accompagnement plus individuel. C'est vraiment un outil opérationnel pour aider les entreprises à aller à l'international, à préparer son déploiement à l'international. Alors, Stratexio, comme on l'a dit, est membre de la Team France Export. Elle est agréée en tant que dans le cadre du plan chèque relance, là, donc il y a une possibilité de pouvoir avoir un abondement là, quant à l'adhésion. C'est vraiment une démarche qui permet de structurer et puis d'entrer dans un écosystème complet de spécialistes du commerce à l'international. Donc, Stratexio, en tant qu'accélérateur, hein, c'est un certain nombre de partenaires, au départ créés par un certain nombre de membres, hein, les organisations patronales, MEDEF, MEDEF International, les institutions, CCI, Comité des conseils du commerce extérieur, des fédérations professionnelles qui s'intéressaient aussi à ce déploiement, et puis des partenaires privés. Bon, ils sont cités, je vous les laisse là. Stratexio, comme je l'ai dit, c'est à la fois un écosystème national, donc avec le club, permet aux membres de pouvoir avoir accès à des interclubs, mais surtout une volonté de vouloir avoir un ancrage en territoire, en région, en territoire. C'est un réseau de dirigeants, d'experts, de partenaires, d'institutions, donc c'est vraiment un écosystème au service du développement à l'international. Ça permet de rassembler, structurer sa démarche, accélérer et pérenniser la croissance. Quelques indicateurs, hein. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'entreprises accompagnées. Hein. Le programme est très jeune, hein. Il n'a que 2 ans d'expérience, donc il y a un déploiement dans les différents territoires. Donc là, il y a une accélération du déploiement. Plus de 93% des adhérents fidélisent et confortent une 2e, voire une 3e année d'adhésion. En moyenne, 76% des dirigeants constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires, de l'ordre de 20 à 30%. Voilà. Et puis, 65% des entreprises adhérentes ont augmenté leur effectif. Hein, croissance et effectif, bien sûr, vont de pair. La démarche, c'est vraiment une démarche sur mesure en fonction de la problématique de l'entreprise. Hein. Donc, on réalise une revue stratégique au T0 et les vues ensuite à échéance 1 an, 2 ans pour voir un petit peu l'évolution. Et puis, l'évolution de l'appui en besoin de formation. En tant qu'adhérent, on participe à 5 journées de clubs territoriaux. On a bien sûr un échange, et ça c'est aussi le fruit intéressant de ce club, c'est un échange entre pairs, entre gens primo, entre gens bien intégrés à l'international, donc il y a vraiment des échanges. On a tous les avantages des partenaires. Hein. Vous êtes adhérent MEDEF International pendant 1 an. Malakoff vous offre une possibilité de pouvoir faire un diagnostic de vos besoins par rapport à vos salariés. On accède à tout l'écosystème et du réseau d'entreprises adhérents. On a une boucle WhatsApp qui permet, vous avez une problématique, je sais pas quoi, un conteneur bloqué en Roumanie, vous sollicitez cette boucle-là et on vous trouve une solution. Voilà, la force aussi de ce réseau et de ce club, c'est d'avoir plus de 100 experts, hein, donc des gens qui sont vraiment en emprise avec l'économie et qui font, au travers de leur accompagnement et de leur passage en journée expert, de pouvoir apporter de l'acquis, de l'expérience et puis conforter un petit peu la stratégie qui est à travailler. Des webinaires aussi qu'on a voulu mettre en place là, qui permet aux gens de pouvoir accéder à un certain nombre de sujets. L'accompagnement Stratexio, hein, je le répète, hein, c'est vraiment préparer votre stratégie, identifier vos opportunités, mais aussi vos faiblesses, vraiment dans une démarche de construction à long terme.
Je vous laisse voir un petit peu les chiffres là, au jour d'aujourd'hui, des entreprises qui sont suivies, à la fois en chiffre d'affaires cumulé, en nombre d'entreprises total, des effectifs, et puis le réseau d'experts de plus de 120 experts. Des sujets qui sont évoqués dans le cadre de l'accompagnement et de ce club, là, en accompagnement et collectif ou individuel. Donc, on va réfléchir à la structuration de votre service à l'international, on va revoir votre stratégie, on va évoquer vraiment une feuille de route, une projection, on va revoir un petit peu votre type de réseau à mettre en place, voir des filiales, voir la notion de partenariat, d'ouverture de votre capital avec peut-être une entreprise étrangère, donc en prise de participation, voir l'aspect de croissance externe. On évoquait tout à l'heure les sites industriels, parce que je crois beaucoup à la fabrication de l'industrie mis au plus près du marché. Voilà, voir des accords de contrats de distribution. Il est vrai qu'on n'est pas toujours bien outillé là dans des contextes de relations internationales sur ces accords, et ça c'est important de pouvoir, on évoquait tout à l'heure avec Pierre l'aspect contractuel important dans certains pays, et ça il faut vraiment être formé à ce genre d'accord à mettre en place. Et puis ça permet de pouvoir, de par l'évolution, de créer à la fois de l'emploi en France et puis bien sûr au travers de vos filiales dans le monde. Voilà, je vais pour témoigner, laisser la parole à Frédéric Onfray, qui est un homme de l'international, une société spécialisée en France là, dans tout ce qui est extraction, désenfumage naturel. Alors, Frédéric, en 2 mots avant de te laisser la parole, tu es à la fois un homme de réseau, très engagé dans la profession, tu crois au collectif et au partage, tu es adhérent à PM depuis presque beaucoup d'années. 3 ans. De 20 ans maintenant. 3. Est à l'export, via des donneurs d'ordre ou peut-être en direct. Voilà. Et puis, évoquer ton parcours Stratexio, ce que ça t'a apporté à l'entreprise. Voilà, l'objectif, tu le comprends, Frédéric, c'est de mobiliser nos futurs adhérents de notre territoire à adhérer au club qui va se créer. Et je donnerai tout à l'heure l'information sur la création de ce club en décembre. À toi la parole, Frédéric. Bonsoir. Oui, alors nous, on est une entreprise qui fait 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin en 2019, 60 personnes, et on est sur un marché qui est un petit peu saturé parce que c'est un petit marché. Et donc, je suis arrivé à la tête de l'entreprise en juillet 2016, et assez vite, je me suis posé la question d'aller à l'export. À l'époque, on faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'export, c'est-à-dire plutôt des clients qui nous appelaient et qu'on daignait livrer à l'étranger. On a commencé à aller regarder des salons à l'étranger, et assez vite on est rentré dans Stratexio grâce à la Directe qui nous a mis en relation avec Stratexio. Et la première chose qui a été intéressante, c'était les experts qui sont venus analyser un petit peu nos stratégies, qui en gros n'existaient pas, et qui ont commencé à nous aider à structurer, à regarder les priorités de ce qu'il fallait qu'on organise. Le but du jeu, il était de voir quel pays on pouvait faire. Nous, on est dans des produits qui sont normés avec des réglementations. Donc, on a plutôt essayé d'aller dans les pays historiquement liés à la France, où la France a une influence. Et l'export nous a apporté beaucoup de choses indépendamment du développement du chiffre d'affaires. Alors, développement du chiffre d'affaires, sur 3 ans, on avait un objectif de passer à 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'export cette année. On va être plutôt légèrement en dessous de 300 000, mais globalement, en tendance hors Covid, on aurait dû arriver aux 500 000. Alors, c'est beaucoup, pas beaucoup, mais l'idée, c'est d'arriver à faire 1 million et demi de chiffre d'affaires dans les 3 ans. Et on pense qu'on est capable de le faire et qu'on a le potentiel pour le faire. Partant de zéro, on avait beaucoup de difficultés de formation en interne, sachant qu'on n'avait personne qui avait une culture. Ça nous a amené à rencontrer, Stratexio nous a amené à rencontrer du monde, à être attractif, et on a embauché une jeune femme qui est devenue maintenant conseillère pour le commerce extérieur. Donc on a vraiment une démarche forte. Après, l'export nous a apporté aussi autre chose dans la façon de repenser l'entreprise et de repenser les produits. En allant sur les pays, par exemple, du Maghreb, on pensait que c'était les gammes de nos produits les plus low cost qui allaient être vendus. Et en fait, pas du tout. On s'est aperçu que nos produits n'étaient pas assez haut de gamme et que c'était du haut de gamme qui était demandé et que c'était l'avenir du marché. Donc, en fait, ça nous a aidé à repenser notre stratégie tout court de produits en France, et on a investi dans le bureau d'études. Voilà. Alors,
Pour ce qui est d'aller à l'étranger, je pense que ça reste quand même, quand on connaît pas bien, ça reste quand même un petit peu important pour prendre un peu la température. On a fait des salons en visiteurs. On a fait notamment Dubaï au mois de janvier, parce que j'avais un numéro 2 qui voulait à tout prix y aller. Et là, surprise, en faisant les salons, on a eu des contacts. Et Stratexio nous a permis d'avoir en quelques jours un expert basé là-bas, parce que bien évidemment, autant dire que la culture, les contrats, bien évidemment, on n'y connaissait rien, et on a pu avancer assez vite. Alors, les choses sont un peu bloquées là en ce moment, mais globalement, Stratexio, c'est vraiment un réseau qui permet d'avoir beaucoup de mutualisation et beaucoup de contacts très facilement. Au passage, sur Paris, il y a Stéphanie qui s'occupe quand même énormément de Stratexio, et dès qu'on a besoin de quelque chose, elle nous envoie les contacts très très vite. Sur la région parisienne, il y avait qu'un club qui était sur Paris, et j'ai poussé pour qu'on en crée un. Donc il est mixte Oise et Val d'Oise, parce que quand on est banlieusard, on n'a pas forcément envie d'aller à Paris, et qu'en plus on a besoin de se retrouver un peu comme à l'APM régulièrement, avec des contacts plus formels entre les uns et les autres, parce que les échanges de nos ratés respectifs permettent quand même aussi pas mal d'avancer. Voilà. Écoute, je sais pas si... Frédéric, merci. Je pense que tu as bien balayé à la fois ton déploiement à l'international, ce que Stratexio t'a apporté. Moi, je retiens deux choses. Un, ça t'a permis de prioriser et de faire des choix de pays. Donc ça, c'est important. Deux, je pense que l'aspect normatif, là, c'est un vrai bras de levier là, par rapport à la France, là, pour aller à l'international. Et je pense que cette normalisation, là, même si elle est quelquefois pesante, là, c'est aussi un atout pour l'international. Et puis surtout, on a des fois des mauvaises idées, c'est que l'export t'a permis de repenser pour tes produits France, là, les produits. Oui. Et ça, c'est important aussi, c'est quelque part, voilà, d'être présent à l'international, ces modifications, ces choix différents ou l'évolution des produits fait que pour le marché domestique, ça a toujours un impact. Donc ça, c'est important. Je voudrais rajouter aussi autre chose. Dans la période de confinement, il y a eu les WhatsApp extrêmement dynamiques, parce que Stratexio, c'est aussi à la tête Fabrice Le Sachet, qui est par ailleurs porte-parole et vice-président du MEDEF, mais qui est extrêmement dynamique. Et malgré toutes ses obligations, on communique avec Fabrice assez facilement. Il est extrêmement disponible. Moi, j'ai vu communiquer avec lui à 7h du mat, même en vrai, enfin au téléphone. Et puis quand on lui demande quelque chose, il renvoie les contacts. Et donc vraiment, il y a une capacité à avoir des contacts de haut niveau rapidement, vraiment une grande efficacité. Frédéric, voilà. Ça c'est important parce que c'est aussi... Je ne suis pas commissionné, mais... Non, mais tu évoquais l'appui national, oui. Un réseau, comme tu disais, la proximité est importante là, sur l'aspect territoire, mais il est vrai que aussi la force de Stratexio, c'est toute la puissance nationale et ce que peut apporter l'équipe nationale et entre autres son président et Christine Bertrand, qui en est la vice-présidente, là, donc elle conclura tout à l'heure sur Stratexio. J'avoue avoir été assez surpris par l'implication des hommes et des femmes à titre personnel, parce qu'on s'attend quand même à une structure quand même assez grosse, et en fait non, vraiment une disponibilité très très forte. Voilà. Ça c'est la réussite de Stratexio. Très bien. Oui. Mais écoute, tu me laisses faire le lien avec Christine là. Avant de la conclusion laissée à Scalène, là, je vais laisser Christine évoquer là, suite à ce premier club Stratexio, un petit peu son ressenti là, puisque c'est acté. Il démarre en décembre. On a d'autres perspectives avec la région Grand Est là, sur des clubs plus par filière ou thématique. Voilà, je te laisse un peu conclure sur Stratexio, Christine, en tant que vice-présidente de Stratexio France. Merci beaucoup Bruno. Toutes les interventions étaient extrêmement passionnantes. On l'a dit, l'export c'est un levier de croissance, c'est aller chercher des poches de croissance. Alors bien évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Malingré, on ne part pas à l'export sans y être préparé. Si on part à l'export, c'est aussi qu'on a quelque chose à vendre, bien évidemment, mais c'est mieux d'être accompagné et comme vient de le souligner tout à l'heure la personne qui est avec nous déjà chez Stratexio, c'est quand même une véritable solution à l'export avec tous les experts qu'on a, avec nos partenaires, tu les as cités tout à l'heure, Bruno. On a MEDEF International, on a aussi OCI, la COFAS, France Invest et bien d'autres qui sont à nos côtés. Et c'est ça la force d'un réseau. Le fait aussi qu'on puisse aller chasser en meute, pas forcément en présentiel, mais ça peut se faire aussi aujourd'hui avec tous les outils digitaux qui existent. Et automatiquement, il y a un Stratexio pour vous. Je dois vous dire que depuis 2 jours, le club Stratexio
Luxe et Mode a ouvert, il est à Cannes. Il y a un Stratexio vin et spiritueux, il y a un Stratexio santé, il y a un Stratexio aussi par pays. Il y a la Chine qui vient d'ouvrir récemment. On va avoir une très grosse manifestation au mois de mars avec le Mittelstand, c'est quand même 900 000 entreprises. Il va y avoir une grosse manif, donc, comme je le disais, au mois de mars avec 3 000 entreprises qualifiées. Et nous allons emmener lors de cette manifestation des entreprises qui auront des rendez-vous qualifiés pour faire du business avec d'autres sociétés, enfin des sociétés allemandes. Donc voilà, je dirais aujourd'hui, il faut absolument venir nous rejoindre parce que Stratexio, c'est un outil à la fois stratégique, opérationnel, créé par des chefs d'entreprise et pour des chefs d'entreprise. Le nôtre, Bruno, ouvre le 7 décembre. Nous avons donc la première réunion qui aura lieu à la maison de l'entreprise à Maxéville. Et on a encore la capacité de pouvoir accueillir d'autres personnes. Très bien. Christine, merci pour cette conclusion, ce mot de la fin. Voilà, je pense que, et merci à Frédéric pour son témoignage. Là, je pense que voilà, il a été le vrai ambassadeur de Stratexio. Ah, c'est vrai. Hein. Il a dit qu'il n'était pas payé, mais je pense qu'il mérite une belle récompense dès qu'il peut être en présentiel au moins un coup. Hein. Pas de problème, avec plaisir. Et comme on l'a pu le voir sur d'autres domination. Voilà, comme on l'a pu voir sur d'autres clubs, type APM ou autres, là, la force du réseau, c'est aussi derrière les adhérents qui viennent par les adhérents. Et je pense que le fait d'avoir un premier club à Nancy, ça va être le premier club là, dans le territoire lorrain, il y a une belle histoire qui débute et qui commence là. Voilà, je vais laisser vous avez Anne-Gaëlle, j'espère qu'il sera dans votre club. Oui, qui était au Maroc avec toi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, de Corpo Media, et qui connaît aussi bien comment ça fonctionne. Voilà. Bien sûr. Et puis en plus, elle avait profité d'un déplacement avec Fabrice Le Sachet là. Très bien. Merci. Je vais laisser la conclusion à Scalen. Alors, engagement est pris à tous les participants. Vous aurez en retour mail l'ensemble des projections des diaporamas et puis les coordonnées de chaque intervenant. Voilà, merci. Voilà, je laisse Bruno pour la conclusion. Et merci à tous les participants et bonne soirée à tous. Et prudence aussi. Hein. Et puis l'export, c'est pour demain. Comme l'a dit Bruno Roth, je vous remercie pour votre participation. On a dépassé un peu l'horaire, donc les questions, si vous avez des questions, je serai volontiers preneur, je les transmettrai aux différents participants et je vous y répondrai. Deuxième point, on essaye de monter un autre webinaire sur le financement des entreprises avec Aprofin et puis on verra pour peut-être un autre webinaire sur l'export, sur des sujets un peu plus précis avec nos collègues de MEDEF et de Stratexio. Sur ce, je remercie tous les participants, que ce soit des participants industriels, des participants du MEDEF ou Business France et BPI pour leur disponibilité et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.